Il était une fois le monde maintenant très médiatisé des intelligences artificielles et de leur figure de proue, les modèles de langage large. Maintenant, c'est quelque chose qui est arrivé il y a peu de temps, mais qui est arrivé en grande pompe. Donc, qui de mieux, comme conteur, que vous raconter l'histoire de quelqu'un qui n'était pas du tout dans le métier il y a quelques années, puis qui depuis a été converti au point de venir vous faire une conférence aujourd'hui. Eh bien, je vous demanderai d'accueillir Laurent Mangin, qui va vous conter la magnifique histoire From Rag to Riches, les secrets des LLM augmentés par la donnée. Bonjour à toutes et à tous, c'est vraiment un énorme plaisir et un privilège pour moi d'être devant vous ce soir, enfin ce soir non, aujourd'hui. Je suis de Nantes, Nantes Centre, ça doit être le décalage horaire, pardon. Donc un très grand plaisir pour parler d'un sujet de niche dont vous avez peut-être peu entendu parler ces derniers temps. Évidemment, on va parler IA générative et LLM. Je me présente, moi c'est Laurent Mangin, je suis consultant expert en IA générative chez UNOP depuis quelques années. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous me le permettez, juste quelques secondes pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas. Donc UNOP, on est une néo-ESN nantaise, donc on a 6 ans d'existence, à peu près 300 collaborateurs. Vous pouvez nous retrouver sur différentes villes au sein du territoire français, sur Rennes, sur Lille, Lyon, Bordeaux. Et on a différents pôles, différents axes d'expertise. Donc on va retrouver du web, du DevOps et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, l'IA. Et justement, si vous me permettez une dernière fois, je vous invite, c'est tout frais, ça vient de sortir, je vous invite cordialement, si vous avez envie de continuer à discuter, creuser les sujets avec nous, à nous rejoindre à notre agence nantaise le 27 novembre pour continuer à discuter. On vous recevra avec grand plaisir. Et avec des bières et des pizzas, tant qu'à faire, on n'est pas des animaux. Hein. Donc, on a dit LLM, IA générative. En vrai, pendant peut-être une dizaine d'années à peu près, j'étais très très loin de tous ces sujets. Pendant une dizaine d'années, j'ai vécu une vie tout à fait classique, tout à fait banale, on va dire, de consultant en test logiciel, automatisation de tests. Donc je sens quelques mâchoires se crisper, se serrer. Donc oui, je passais mon quotidien à tout simplement martyriser, traumatiser des générations entières de devs. Et il se trouve qu'il y a maintenant à peu près 3 ans, un petit peu moins, ma carrière, ma vie professionnelle a complètement basculé. Fin 2022, vous vous en souvenez, je pense à peu près tous, sortie à la surprise générale de ChatGPT 3.5, vague énorme, mondiale, tsunami, une centaine de millions d'utilisateurs en quelques semaines. Et dans mon métier, chez mon client du moment, on n'a pas échappé à la chose, hein, forcément. Donc très vite, on s'est projeté, on a essayé d'expérimenter avec la chose, voir qu'est-ce que l'IA générative pouvait nous apporter à nous en tant que testeurs au quotidien. Donc on a commencé à lui faire rédiger des scénarios de test, automatiser, qui de Selenium, qui de Cypress, ainsi de suite, analyser des specs, bref. J'imagine un peu le parcours d'un peu vous tous. De fil en aiguille, on a continué à expérimenter comme ça, mais très vite, on a atteint une limite des points de friction. Si vous vous souvenez, à l'époque, en fait, pour utiliser l'IA générative, on n'avait qu'un seul vecteur, qu'une seule interface en quelque sorte. C'était directement sur chatgpt.com. Et donc, pour vraiment exploiter, ok, ça avait l'air super intéressant, ça avait une grosse valeur, ça pouvait générer effectivement des cas de tests automatisés, tout ce que vous voulez. Mais pour l'utiliser vraiment, nous, dans notre métier au quotidien, je vous dis, il y avait comme une limite. Et donc, très rapidement, de façon rétrospectivement, je me dis extrêmement naïve,
Mais bon, c'était tout le fun du moment. On s'est dit, et pourquoi nous, on ne construirait pas notre propre portail, grosso modo notre propre ChatGPT, pour répondre à nos besoins et nous sortir de ces limites, de ces contraintes qu'on avait à ce moment-là. De fil en aiguille, donc ça a commencé comme Shadow IT le plus pur, le plus... bref, un beau POC qu'on a fait avec mon client, vraiment nous de notre côté. De fil en aiguille, on a commencé voilà, à voir ce qu'on pouvait en faire. Et fast forward, 3 ans plus tard, j'ai eu la chance que ce POC Shadow IT devienne un vrai produit au sein de mon client avec quasiment 10 000 utilisateurs quotidiens et de nombreuses features qu'on a pu rajouter au fur et à mesure. Mais le point central, au-delà des nouvelles features, au-delà de tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui à base de systèmes agentiques, de MCP, de nouvelles librairies qui va tout révolutionner, notre point central, notre point de départ quand on s'est jeté dans cette aventure, c'était ce qu'on appelait à l'époque Chat with your PDF. On ne parlait même pas encore de Retrieval Augmented Generation, le fameux RAG. Non, c'était à l'époque, ça n'avait même pas encore de terme, nous on l'appelait Chat with your PDF. Et en vrai, on n'était pas spéciaux. Tout le monde, même encore aujourd'hui, a ce genre utilise ce cas d'usage, en tout cas, comme porte d'entrée, en quelque sorte, dans les LLM. Quelles que soient toutes les organisations, les DSI, les projets qui veulent rentrer dans les LLM, instinctivement, le premier cas d'usage, c'est celui-ci. Le fameux art d'augmenter les LLM par la donnée. Et donc, c'est tout l'idée pour moi de ce talk, ce que j'avais envie de partager là pendant ces 44 minutes qui restent avec vous, c'est de mettre un bon coup sur le frein, sur toute cette frénésie autour des LLM, du nouveau framework qui va remplacer celui qui était nouveau il y a 2 semaines, de ce nouveau service, etc., de mettre un bon coup de frein et de se replonger, de prendre un peu de hauteur sur le côté stack technique aussi, et de se replonger dans ce qu'est l'augmentation des LLM par la donnée, de ce qu'est véritablement le RAG, au-delà de l'effet démo, waouh, magnifique. Donc pour ça, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ça en plusieurs temps. Dans un premier temps, on va poser le problème, parce que forcément, si on a quelque chose en face, si le RAG, en quelque sorte, a été inventé, c'est vraisemblablement qu'il y avait un problème. Je vous l'ai dit, nous, on a très vite senti des limites, des contraintes, donc on va aller les creuser un petit peu. Une fois qu'on aura posé le problème, le contexte, on va tous se mettre à niveau, que vous utilisiez du RAG au quotidien ou que vous entendiez pour la première fois le terme. On va prendre quelques minutes, 5 minutes, je vous avoue, ce n'est pas du tout contractuel, ne me faites pas de procès, mais on va essayer assez rapidement de définir ce qu'est ce RAG qu'on va appeler naïf, c'est-à-dire le RAG qu'on voit partout, le RAG tuto YouTube, le RAG qu'on voit dans tous les repos GitHub de démonstration. Une fois qu'on sera bien mis tous d'accord sur ce qu'on entend par le RAG, sur comment ça se présente, qu'on sera tous bien à niveau, on partira sur vraiment le cœur du sujet, c'est-à-dire ces secrets, ces subtilités, les pièges qui nous attendent dans ce fameux RAG, et derrière, essayer de voir les parades, les techniques, ce qui va pouvoir nous aider à avoir un système qui est efficace. Et enfin, si je ne fais pas trop de digression et si j'arrive à tenir le timing, et j'ai envie de vous dire testeur un jour, testeur toujours, on va finir par une petite partie très rapide sur l'observabilité et l'amélioration et l'évaluation de ce genre de système, parce que voilà, encore une fois, on pourrait en faire un talk à part entière, mais c'est des sujets qui sont importants vis-à-vis de tout ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc, on a dit un problème. Effectivement, si on a du RAG, c'est bien qu'on essaye de résoudre un problème, une limitation, quelque chose. Et de prime abord, quand on y regarde, en fait, que vous soyez pro-IA, anti-IA, que vous soyez un peu entre deux eaux, peu importe. On ne peut pas nier l'efficacité, la puissance, les capacités de l'IA générative aujourd'hui. On n'a pas besoin d'attendre que tous les financiers ou tous les gens qui ont des intérêts dedans poussent la chose. On le constate tous au quotidien. Je pense, on ne va pas faire l'exercice, mais si je vous demande qui parmi vous l'utilise au quotidien, je pense qu'on verra un grand nombre de mains se lever. Donc, les LLM, c'est une technologie qui est fascinante, qui est extrêmement puissante. Elle peut
pratiquement tout faire. Je le disais pour du test. Encore une fois, la première fois où je l'ai vu écrire un test Selenium, corriger mon test Cypress, j'étais un peu les yeux écarquillés. J'imagine que c'est un peu la même chose pour vous, hein, un pattern côté React, débugger un Dockerfile, optimiser une requête base de données. Bref, vraiment capable de presque tout faire, et c'est presque tout. Et tout est dans le presque, pour le coup. Parce que les LLM, ils ont un problème, qui n'est pas vraiment un problème, mais comment dire, un angle mort vraiment fondamental, et qui est une limite qui est vraiment très prégnante pour une utilisation au quotidien dans nos métiers. C'est qu'il sait tout sauf l'essentiel. L'essentiel pour vous, c'est-à-dire il ne sait absolument rien de vous. Ce qui, d'un côté, est rassurant. Hein. En tant que citoyen, en tant qu'être humain, ça me rassure. Mais en tant que professionnel, dans mon quotidien, c'est quand même problématique. À savoir que le LLM, il ne connaît rien de vous, il ne connaît rien de votre organisation, de vos métiers, de vos process, de votre documentation, de vos bonnes pratiques, de votre jargon, de vos acronymes. Bref, il est capable de tout, sauf de vous aider vraiment sur ce qui est important pour vous, c'est-à-dire vraiment votre quotidien. Et donc, partant de ce constat, voilà, la tentation vraiment la plus directe, la plus instinctive, la plus naturelle, celle qu'on a tous eue, et je pense qu'on continue aussi à avoir, personnellement je l'ai encore tous les jours, hein, c'est de se dire, ok, s'il ne sait pas, s'il ne connaît pas mon contexte, je vais lui expliquer, je vais tout lui dire. Et donc on se retrouve dans ce phénomène du prompt de 100, 200, 300, 400 lignes, où on lui raconte absolument tout. On lui copie-colle tel bout de PDF, et puis attends, il y a tel bout de code, et je t'explique tel jargon métier, et ainsi de suite. Et on se retrouve avec des prompts qui sont vraiment extrêmement bruités, qui vont amener du flou, de la confusion pour le modèle. Et au-delà de ça, au-delà de ces problèmes de confusion, de flou, de prompt de 20 mètres de long, on a un problème forcément de scalabilité. Ça va être compliqué tous les jours, à chaque fois que je vous posais une question, d'aller lui insérer ce bout de PDF et puis après celui-ci. Et si vous voulez mettre en plus ce genre de système à disposition des utilisateurs au sein de votre entreprise ou de vos clients, ça va être compliqué de leur dire « Ok, je t'ai mis un chatbot, mais par contre, pour qu'il te réponde, il faut que tu ailles chercher le PDF qu'il y a sur le SharePoint, que tu fasses un copier. » Bref, gros problème de scalabilité. Et donc, voilà notre besoin, voilà le besoin auquel a répondu le RAG, voilà le besoin, la limitation auquel on était confronté dans notre quotidien, encore une fois, quotidien de testeur. Ok, il peut me générer des cas de tests, mais s'il ne comprend pas mon métier, ça va être compliqué de vraiment l'exploiter au maximum. Donc notre besoin, notre objectif, c'est vraiment ça. Le but, c'est de ne pas tout lui dire, ne pas faire des prompts de 200 mètres de long, mais de bien choisir ce que l'on va lui dire, de choisir pile l'info pertinente que l'on veut apporter au LLM, l'augmenter véritablement par la donnée, et pas simplement l'inonder de données. Et de ce point de vue-là, on a vraiment deux enjeux. La première, effectivement, évidemment, c'est le côté pertinence de la réponse. S'il n'a pas les informations, ça va être compliqué, ça c'est une chose. Mais le RAG, donc le Retrieval Augmented Generation, ça va nous apporter aussi ça va répondre à un autre enjeu qui est pour le coup assez intéressant. C'est que ça va nous permettre aussi de tracer tout simplement, à défaut du raisonnement en tout cas, la source de la réponse de notre LLM. Donc on va voir comment se déroule le RAG, mais ça va nous permettre tout simplement de pouvoir dire, OK, mon LLM, mon système, mon RAG m'a répondu telle chose, et je sais qu'il m'a répondu ceci parce qu'il l'a trouvé dans tel document, sur telle page, à telle ligne. Donc en tant que vérification de transparence et de confiance des utilisateurs, on va avoir un gros bénéfice vis-à-vis de « je te balance tout et dis-moi ce qu'il en sort ». Donc, maintenant qu'on a résolu, enfin en tout cas qu'on a évoqué notre problème, ce que je vous propose, c'est de voir ce fameux RAG naïf, donc comment ça se présente. Donc, comme je le disais, les 5 minutes ne sont pas du tout, contractuelles. La preuve, on va faire un petit détour. Pour commencer, avant de parler du RAG à proprement parler, on va faire un petit détour par un concept qui est, pour ma part, à la fois fascinant et qui est central à la fois au LLM et au RAG. C'est ce qu'on appelle les embeddings.
En français, on parle de plongement sémantique. Je n'ai jamais entendu personne utiliser ce terme-là, mais voilà, pour information. Donc les embeddings, c'est quoi? C'est une façon de représenter l'information. Donc ça peut être du texte, de l'image, de l'audio, donc de l'information humainement compréhensible. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le texte, hein, mais c'est vraiment généralisable à plein de types d'informations. Donc une représentation de l'information sous forme vectorielle, sous forme mathématique, numérique. Donc déjà ça, il y a quand même, on sent poindre un petit intérêt pour une utilisation par des systèmes informatiques. Mais au-delà du fait de le transformer simplement en un vecteur quelconque, le point central et le concept et la propriété fondamentale et la plus pertinente et qui va nous intéresser, nous, c'est que ces vecteurs, ils ne sont pas faits n'importe comment. Ces vecteurs, ils portent toute la charge sémantique de l'information. Et au-delà de ça, on se retrouve à avoir cette propriété qui est que plus de vecteurs mathématiques, donc représentant de l'information humainement compréhensible, sont proches, plus ils vont être liés, proches en termes de sémantique et de sens. Donc pour bien comprendre, hein, sur la gauche, on a notre information humainement compréhensible, maison, une magnifique photo d'un magnifique chien, de l'audio, et on va utiliser donc, un modèle d'embedding qui, c'est vraiment différent d'un LLM, c'est complémentaire d'un LLM, mais ce n'est pas un modèle d'IA générative, c'est un modèle de machine learning qui va produire ces vecteurs. Et donc, pour chaque information, on va se retrouver avec un vecteur compactant, représentant son sens. OK. Donc on l'a dit très rapidement, les LLM, pour bien comprendre, enfin les LLM, les embeddings plutôt, pour bien comprendre, c'est vraiment central au bon fonctionnement des LLM. Tout simplement parce que c'est cette brique-là, ce concept, qui va permettre de passer de l'information, encore une fois, humainement lisible, humainement écrivable, même si ça ne se dit pas. Donc le ciel est, et derrière, on va pouvoir découper, on va pouvoir passer dans notre modèle d'embedding, le représenter mathématiquement. Le modèle à proprement parler, le LLM, va pouvoir travailler sur cette version mathématique, manipuler des concepts, mais d'un point de vue mathématique. C'est là où, personnellement, la première fois où j'ai entendu parler de ça, que j'ai vu ça, j'ai eu la tête qui a fait comme ça, personnellement. Et derrière, une fois qu'il a complété, qu'il a produit sa réponse sous forme de vecteur mathématique, repasser dans les embeddings pour produire quelque chose qui est exploitable par l'être humain. Mais au-delà du LLM, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est sa place dans le RAG. Et dans le RAG, de la même manière, on va exploiter cette capacité, cette propriété très particulière qui est que, voilà, encore une fois, deux vecteurs d'embedding sont proches, plus ils sont proches, plus l'information qu'elle représente est proche dans son sens. Donc, un petit exemple pour enfoncer le clou vraiment à 100%. Imaginons, on a 3 informations. Une première, en bleu, comment faire une demande d'absence chez UNUP. Okay. On peut imaginer que c'est notre question, en quelque sorte, ce qu'on souhaite rechercher. On a 2 autres informations. On peut imaginer de la même manière projeter que c'est 2 documents internes chez UNUP. Pour poser des congés payés, il faut aller sur tel outil. Pour déclarer une note de frais, il faut faire un mail à telle personne, etc. Tout le secret et toute la puissance des embeddings, c'est qu'on va pouvoir, donc, pour chaque information, calculer via ces modèles le vecteur qui va bien, donc qui représente, qui compacte son sens, et on va pouvoir utiliser de simples mathématiques, vraiment, pour comparer les distances entre ces vecteurs. Donc, quand je dis simple mathématiques, on va faire cosinus, une distance vectorielle, un truc qu'une machine est capable de faire en quelques millisecondes. Et donc, en quelques millisecondes, on est capable, sans avoir examiné le texte, il pourrait être écrit en anglais, il pourrait être écrit en mandarin, il pourrait être écrit en arabe, on aurait exactement le même concept. Et donc, en quelques millisecondes, on est capable de détecter, de savoir que cette information est plus proche sémantiquement de celle-ci, et donc qu'il y a de grandes chances que celle-ci soit plus pertinente que celle en rouge vis-à-vis de notre besoin. Et donc, c'est vraiment ça. Je voulais vraiment faire cette petite aparté, qui était un petit peu plus long que ce que je prévoyais, mais c'est vraiment un concept central, et c'est autour de tout ça que le RAG va tourner, et c'est cette chose-là qui va nous permettre de faire la suite. Justement,
Maintenant qu'on a ce concept en tête, qu'on est tous d'accord là-dessus, comment se représente notre fameux RAG naïf? Donc encore une fois, RAG naïf, c'est le RAG version tuto YouTube, c'est le RAG version petit cours sur tel site pour vous expliquer comment le mettre en place. Le RAG, ça va se diviser en 2 étapes. La première étape, on va appeler ça l'indexation, l'ingestion. Ça va être une étape de préparation du terrain. Donc c'est une étape qu'on va faire une seule fois avant de mettre en place notre système. L'indexation, on va partir de forcément de notre base documentaire, de notre corpus, de l'information qu'on va vouloir potentiellement mettre à disposition de notre LLM. Okay. Une fois qu'on a ce corpus, on va ce qu'on appelle chunker, on va tout simplement le découper. Arbitrairement, comme ça, on va prendre, imaginons, on a un PDF, on va prendre ce PDF et on va le découper arbitrairement en séquences de, disons, 1000 caractères. Donc, j'ai mon PDF, je ressors avec, je sais pas, 500 bouts de mon document de 1000 caractères. L'idée derrière étant que, au final, vous voyez bien venir, quand on va envoyer ce contexte au LLM, on ne va pas envoyer le PDF complet, on va envoyer seulement les passages pertinents. Donc le corpus, on le chunk, et voilà arrivent nos embeddings. Chacun de nos chunks, donc chacun de nos bouts de documents, on va les passer dans ce fameux modèle d'embedding, et donc en produire le vecteur qui représente son sens au sens mathématique du terme. Une fois qu'on a ça, la correspondance entre notre bout d'information et notre vecteur, tout simplement, on va pouvoir aller stocker ça dans une base de données particulière qui s'appelle un vector store, mais qui est simplement une base de données qui va lier notre information à notre vecteur et qui va nous permettre de faire ces fameux calculs de similarité, ces fameux cosinus, pour pouvoir, à partir d'une information, retrouver celle qui lui ressemble le plus d'un point de vue sémantique. Donc c'est la première étape, on l'a mise en place. Maintenant, on peut passer à l'étape vraiment intéressante du point de vue de l'utilisateur en tout cas, en temps réel, la partie vraiment génération. Donc, on va accueillir l'utilisateur, on va accueillir sa question, et vous le voyez venir, on ne va pas envoyer la question directement au LLM, évidemment. Le LLM, comment je pose des congés chez YouNup, sa seule réponse, je pense, ça va être « c'est quoi YouNup ?» Donc cette question, on va lui faire un petit détour et on va réutiliser encore une fois nos embeddings. On va utiliser cette capacité de transformer en vecteur mathématique la question utilisateur. Muni de ce vecteur, on va tout simplement pouvoir interroger notre base de données, notre vector store, pour lui demander de nous ressortir les n bouts de documents, enfin vecteurs, et donc par corrélation bouts de documents, qui sont le plus semblables à la question de l'utilisateur. Exactement comme on l'a vu il y a quelques instants sur la slide précédente. Et donc ces n bouts de documents, tout simplement, ça va devenir notre contexte. Donc ça va être le contexte qu'on va pouvoir fournir au LLM vis-à-vis de notre demande, de notre besoin sur nos données à nous, notre corpus personnel. Le LLM, dans le prompt, on va pouvoir agencer la question de l'utilisateur, les bouts de documents, le contexte pertinent. Le LLM va pouvoir faire son travail, générer, on l'espère tous, une réponse pertinente. Donc, vous voyez, au final, une fois qu'on a bien pris en tête ce concept d'embedding, au final, du RAG, c'est un pipeline qui est extrêmement simple, véritablement, extrêmement logique, extrêmement structuré. On prend notre corpus, on le découpe, on le met dans la base de données avec sa correspondance mathématique, on prend la question, on la compare à cette base de données, ça nous ressort le contexte, on l'envoie au LLM. C'est plié. Alors c'est plié, c'est vite dit. Sinon, je vous avoue qu'il nous resterait 25 minutes à se regarder dans le blanc des yeux. Parce que ce pipeline, ce RAG naïf, vous voyez venir avec le terme naïf, ça marche super bien quand on est en démo, quand on fait un POC. Quand on est dans un contexte où on va, pour le cadre de la démo, on va prendre un PDF, on va prendre le PDF, je sais pas, on va faire un RAG pour le service comptable, on va prendre un PDF avec les procédures, ce que vous voulez, il est très structuré, il est propre, on l'a choisi nous-mêmes, magnifique, parfait. Les questions, on va sélectionner un certain nombre de questions typiques qu'on voudrait que notre pipeline RAG
nous permettent de répondre. Et donc, parfait, on a un pipeline qui est structuré, qui est linéaire, qui est effet waouh immédiat. Ah ouais, ça en claque tout de suite. Le problème, c'est justement cette différence entre l'effet démo et l'effet démo inverse, j'ai envie de dire, en quelque sorte, l'effet démo et la vraie vie. Ou dans la vraie vie, une fois que vous êtes sorti du POC, de la démo, c'est très très rare que vous vous contentiez de le faire sur un PDF. Vous êtes dans une organisation, on y est tous les jours, entre nos PDF, nos Word, ce qu'on a sur Notion, sur Confluence, dans Jira, ah oui, et puis il ne faut pas oublier les Excel qu'il y a dans SharePoint. Et je me souviens, ouais, non, ça serait bien si on mettait les mails aussi, il y a de l'information pertinente dedans. Bref, on se retrouve avec tout un tas d'informations qui viennent d'endroits extrêmement différents, qui ont des formats différents. Bref, on se retrouve dans un contexte totalement différent de notre démo. De la même manière, du point de vue utilisateur, les questions qu'on a imaginées, je peux vous assurer que c'est très très rarement celles qui vont être posées. Ou en tout cas, elles ne vont pas être posées comme on les a imaginées. On utilise tous, encore plus maintenant avec les LLM, des chatbots. Je pense qu'on a tous cette tendance à ne pas forcément être très précis, à parfois être flou, d'être vague, d'avoir personnellement des petits problèmes parfois avec la grammaire, et ainsi de suite. Du jargon métier, effectivement. Donc voilà, vous voyez bien que notre pipeline, qui de prime abord est simple et précis, il va avoir du mal à soutenir la vraie vie. Et c'est justement ce que je vous propose qu'on voit maintenant ensemble, c'est-à-dire ce pipeline RAG. On va repartir justement de notre pipeline naïf, donc bien, beau, tout propre. Et on va aller naviguer, on va aller voir un peu quelques-unes de ces briques, les plus représentatives, les plus classiques, entre guillemets, pour voir quelles problématiques, une fois dans la vraie vie, une fois en production, quelles problématiques on va rencontrer. Et derrière, on va parler un peu des pistes ou des techniques qu'on va pouvoir employer pour y parer, tout simplement. Donc, pour ça, on va commencer par le commencement, tant qu'à faire, histoire de rester logique. On va commencer par notre corpus. Et notre corpus, pour le coup, je l'ai un peu défleuré il y a quelques secondes. Le corpus en production, encore une fois, il est très très rare d'avoir une source documentaire qui soit extrêmement stable, qui soit extrêmement homogène. Au contraire, encore une fois, des mails, des encodages différents, des Word, des PDF qui sont en fait simplement des scans d'une écriture cursive, des tableaux Excel, des tableaux dans des PDF, bref, on a une source d'information qui est extrêmement riche, extrêmement variée et extrêmement diverse. On a beaucoup de bruit potentiellement. Si on reprend l'exemple des mails, ok, on veut ingérer, indexer des mails dans notre base de connaissances, mais les mails, ils contiennent une signature. Est-ce que ça a un intérêt? Ils contiennent le petit bout « merci de ne pas imprimer pour sauver la planète ». Est-ce que ça a un intérêt du point de vue du RAG? Bref, on a plein de problématiques comme ça, plein de cas très spécifiques à chaque fois qu'on va vouloir indexer ce corpus. Et en vrai, et je suis désolé, pour le reste, on sera plus précis, mais pour ce genre de problématique, en fait, c'est la jungle. C'est le Vietnam, c'est chacun pour soi, c'est chaque document génère en quelque sorte sa propre problématique. Encore une fois, vous allez tomber parfois dans des contextes où vous allez être, je sais pas, des documents juridiques, c'est des PDF. Si vous êtes dans ce contexte-là, remerciez qui vous voulez. Mais vous allez vous retrouver avec des PDF extrêmement bien structurés. Il y a du chapitre, du sous-chapitre, de la section, de la linéa, magnifique. Vous allez vous retrouver dans d'autres contextes où le PDF, encore une fois, c'est c'est un scan du compte-rendu d'assemblée générale de l'entreprise. Mais c'est un vrai scan, c'est-à-dire que le PDF ne contient pas du texte, c'est des images. Et donc il va falloir indexer, récupérer l'information de ceci. Donc les quelques pistes qu'on peut évoquer pour ça, le premier, justement, on vient d'en parler, pour tout ce qui est visuel, tout ce qui est non textuel, c'est de s'appuyer sur de l'OCR. Donc on a vu, on a des grands acteurs type Mistral qui ont fait un gros effort de ce point de vue-là, qui ont sorti des modèles d'OCR assez puissants. Et donc ça va être d'une grande aide justement pour pouvoir extraire véritablement la donnée, pour pouvoir la nettoyer, la structurer, la normaliser, pour pouvoir faire en sorte qu'elle soit au final IA ready, RAG ready en quelque sorte.
Donc de l'OCR, mais aussi des LLM Vision. Typiquement, on a un PDF dans lequel on a un schéma d'architecture, c'est très visuel, c'est très humain, pas de souci, mais vous imaginez bien, pour le récupérer, on ne va pas pouvoir le faire comme ça. Donc utiliser dans ce cas-là un LLM avec des capacités de vision pour nous décrire le schéma, et du coup utiliser cette description en tant qu'embeddings pour notre base de données vectorielle, ça peut avoir tout à fait son sens. Bref, vous le comprenez, le corpus, c'est la base, c'est souvent ce qui est oublié parce qu'en fait, on ne fait pas attention. Ok, vas-y, je prends le PDF, je vais le parser, et puis je ne vais pas trop me poser de questions. Et au final, on se retrouve avec ce genre de problématique, comme on voit en bas, où on a à la base un PDF avec un tableau, donc encore une fois, humainement tout à fait lisible, et on va le parser de façon brute. On va se retrouver avec ce genre de choses. On arrive encore un petit peu à lire, mais vous imaginez que là, d'un point de vue recherche sémantique, d'un point de vue contexte qu'on va donner au LLM, ça va devenir potentiellement compliqué. Et donc, l'un des autres axes, au-delà du côté OCR, etc., du côté normalisation, c'est que le Markdown, c'est vraiment votre ami pour la vie, en quelque sorte. C'est un format qui est extrêmement lisible pour l'humain, extrêmement bien structuré, qui est totalement compréhensible par les LLM, et de passer de votre corpus sous différents formats à un corpus parfaitement structuré avec du Markdown, ça va vous apporter un gros bénéfice. Au-delà du corpus, l'étape suivante, comme on l'a dit, c'est le chunking, donc le découpage de notre document. Et on a dit, chunking, on est dans le RAG naïf, on est naïf, on va découper à la SERP, allez, on prend les 1000 premiers caractères prend 1000 caractères, on découpe, on prend 1000 caractères, on découpe à la truelle. Pourquoi on fait ça à la base? Parce que c'est simple, c'est rapide, c'est quelque chose de vraiment simple à mettre en place. Et dans l'absolu, c'est quelque chose qui fonctionne dans des contextes plutôt, on va dire, réduits. Encore une fois, l'effet démo est un petit peu plus. Vous avez une dizaine de PDF, pouvoir le faire comme ça, enfin qui sont limités, pas des PDF de 500 pages, mais vous avez une dizaine de PDF de quelques pages, couper comme ça, oui, ok, pourquoi pas. Le problème, c'est que plus on va avoir de documents, plus on va avoir de texte, plus on va avoir de contenu, plus il est probable qu'on aille couper arbitrairement au plein milieu d'une phrase, au plein milieu d'une idée, d'un concept. C'est quand même assez problématique. L'exemple qu'on a ici, imaginez que on veut mettre un système RAG en place pour discuter avec le rapport du GIEC, par exemple. Donc on a un raccourci, évidemment, mais on a notre document ici, et donc on va le chunker de façon totalement arbitraire. Ok, on le découpe, je ne sais pas combien ça fait, je n'ai pas calculé, mais 200 caractères par 200 caractères. Et on se retrouve avec ceci, ce qu'on a en rouge ici. On voit tout de suite le premier chunk, le réchauffement climatique provoque, etc. Et le chunk finit par l'acidification. Et là, quand on va aller faire notre recherche sémantique, on a un utilisateur qui nous pose des questions sur l'acidification des océans. Quand on va vouloir faire notre recherche sémantique sur l'acidification, ce chunk-là, ce bout de document-là, a de très grandes chances de remonter en haut de la liste, parce qu'il est très proche, acidification. Mais si on fournit ça au LLM, il va être bien en peine de nous expliquer quoi que ce soit. Donc pour ça, pour parer à ce problème-là, en fait, on a deux approches qui sont plutôt complémentaires. La première, elle est assez situationnelle. On en revient au problème de structure. C'est-à-dire, si vous êtes dans un contexte où vous avez des PDF qui sont extrêmement bien structurés en paragraphes, chapitres, sections, se baser sur cette structure-là pour découper le document fait tout à fait sens. Plutôt qu'y aller à la SERP, se dire je vais découper section par section et conserver au sein de mon chunk les idées, les concepts, la cohérence sémantique de mes chunks. Mais, comme on l'a dit, c'est malheureusement assez rare en tout cas c'est très courant qu'on tombe dans l'effet inverse, c'est-à-dire on a un document qui n'est pas du tout structuré, comment on va pouvoir s'y prendre? Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle le chunking sémantique. L'idée, elle est assez simple. On va chunker, on va découper dans un premier temps de manière structurelle au niveau des phrases.
on va découper toutes les phrases de notre document, les prendre vraiment une à une. Chacune de ces phrases, on va les passer dans notre fameux modèle d'embedding pour en créer le vecteur. On ne va pas les mettre dans le vector store, non, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre une phrase après l'autre et on va comparer à la voisine. Et on va se demander tout simplement, est-ce que la phrase suivante du texte est assez similaire à la précédente? Auquel cas, s'il y a une certaine similarité, c'est vraisemblablement la même idée, le même concept, le même champ sémantique, on va le considérer dans le même chunk. Si en revanche on tombe dans une similarité qui chute, qui est extrêmement basse, et on va se dire ok, ça va être un nouveau chunk. Et au final, c'est ce que vous retrouvez ici sur la droite. Nos chunks qui étaient découpés à la serpe ici, on avait 3 chunks coupés au plein milieu des phrases, on se retrouve avec 2 chunks proprement découpés. Donc chaque phrase a été comparée à la précédente. On en a une première qui va nous parler du niveau des mers, enfin des mers en tout cas, le deuxième de la déforestation. Donc le chunking, encore une fois, arbitraire, ok, ça marche dans certains contextes, mais on peut se retrouver très vite avec des problèmes très su au final, très subtils. Parce que se rendre compte que le LLM n'est pas capable de me répondre parce que je lui ai donné un contexte complètement coupé en deux, potentiellement ça peut être compliqué. Si on continue à descendre dans notre pipeline, on a vu le corpus, on a vu le chunking, et arrive le clou du spectacle, le roi, l'utilisateur. Donc l'utilisateur arrive avec sa question. On travaille tous plus ou moins proches de l'informatique, donc en tout cas on a tous une machine entre les mains tous les jours, on est tous utilisateurs. Et donc ce n'est pas à vous que je vais apprendre que très souvent le problème d'un système, ce n'est pas tant le système que ce qui se situe entre la chaise et celui-ci. Pour ce qui est du RAG, ça va pas faire, on ne va pas y couper. La question de l'utilisateur est extrêmement pertinente. On l'a vu dans notre pipeline, c'est cette question qu'on va utiliser pour aller chercher dans notre base de données vectorielle. C'est cette question qu'on va utiliser pour trouver les bouts de documents les plus pertinents vis-à-vis de celle-ci. Et donc si on a une question qui est mal formulée, qui est floue, qui est vague, bref, qui a des problèmes, derrière, peu de chances de trouver les documents les plus pertinents. Pour ça, en fait, c'est très simple, on va rajouter simplement de l'intelligence. Comment on va pouvoir faire ça? Ça va dépendre des cas, mais typiquement, on va simplement insérer un LLM dans notre pipeline avant d'appeler le LLM qui va nous répondre. On va en utiliser un au préalable auquel on va demander de reformuler la question de l'utilisateur, de la préciser, de l'agrémenter, de l'enrichir sémantiquement parlant. Donc on peut lui demander de reformuler, mais on peut avoir d'autres possibilités. On peut lui demander, par exemple, de nous en générer plusieurs. Imaginons, on a une question comme ici, donc on reste sur notre problème de changement climatique. Quels sont les impacts du changement climatique sur l'environnement? Le LLM, on va lui demander de décomposer la question. Il va nous générer 3 questions qui vont être beaucoup plus spécifiques, avec un champ sémantique beaucoup plus fort. Le changement climatique sur l'élévation de la mer, sur la biodiversité, sur les sociétés humaines. On va utiliser ces 3 questions pour aller chercher nos bouts de documents et on va se retrouver du coup avec des passages qui sont beaucoup plus pertinents, beaucoup plus précis et qui au final répondent beaucoup mieux à la question de l'utilisateur que ce qu'on aurait eu de base. Mais si on va un peu plus loin, et ça c'est une technique un peu particulière, très situationnelle aussi, mais que j'aime beaucoup pour son côté contre-intuitive, et puis un peu marrante, un peu rigolote. Le principe, c'est de dire, OK, on a le problème de sémantique, le problème de flou, de vague de la question utilisateur, mais on n'a pas que ce problème-là. Typiquement, la question de l'utilisateur, elle va être plutôt courte, elle va être plutôt forme interrogative, quels sont les impacts, etc. Et en face, on va vouloir comparer avec des bouts de documents qui, eux, sont beaucoup plus complexes, ne sont pas sous forme interrogative, sont différents sémantiquement, avec beaucoup plus de bruit. Et donc, de ce point de vue-là, on a une technique qui s'appelle le Hypothetical Document Embedding, donc le HYDE, qui part du constat de ce principe très simple en disant non, on va appeler un LLM, mais on ne va pas lui demander de reformuler la question. On va lui demander d'imaginer à quoi pourrait ressembler le bout de document qu'on pourrait avoir dans notre base documentaire qui matcherait cette question-là. Et donc le LLM, il va nous générer
un chunk de la taille que l'on veut, vraisemblable, pas besoin que le chunk dise la vérité, non, ce qu'on veut, c'est qu'il ressemble à la vérité. Et ce chunk-là, ce bout de document-là, ce faux document, on va aller le comparer à la base de données pour essayer de trouver le vrai document. Donc voilà, c'était un petit aparté sur cette technique, mais je vous dis, je la trouve intéressante pour le changement de... ces caractéristiques du changement de paradigme, de façon de penser que peuvent amener les LLM parfois, où on n'y pense pas, on ne voit pas la chose venir, et ça nous permet parfois de faire des choses comme ça, c'est-à-dire vraiment ça, halluciner pour mieux trouver la réponse, prêcher le faux pour connaître le vrai. Dernière brique qu'on va regarder aujourd'hui, ça va être la recherche de similarité. Donc on a eu notre corpus, on a chunké, on a pris la question utilisateur, et donc là, on va aller appeler notre base de données vectorielle pour récupérer nos documents. Le problème qui se cache derrière ça, c'est que, j'allais dire que je vous ai menti. C'est pas vrai, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais les embeddings, quand on les a expliqués, ça, la première fois, quand on en entend parler, ça a un côté un peu magique, vraiment, pouvoir rechercher, comparer sémantiquement des informations par des mathématiques, ça nous trouve les bonnes informations, magnifique. Alors qu'en vrai, il y a quand même une différence subtile, mais super importante, entre être proche sémantiquement et être pertinent. Un exemple très très simple, imaginons la question de l'utilisateur, quelle est la capitale de la France? Bon, j'espère qu'on n'a pas besoin de LLM pour y répondre, et j'espère que le LLM n'a pas besoin de RAG pour y répondre, mais vous voyez l'idée. Quelle est la capitale de la France? On a nos chunks, notre base documentaire, donc extrêmement simple. Avec un premier document, la capitale de la France est très grande. Super. Un deuxième, elle est romantique, génial. Et un troisième, j'ai vraiment adoré mon voyage dans la capitale française, Paris est fantastique, quelque chose qui ressemble à un avis utilisateur. Et donc, si on va faire notre recherche sémantique comme ça, et qu'on prend ce qui nous est retourné sans se poser de questions, sémantiquement parlant, les deux plus proches, c'est ces deux informations-là, c'est ces deux bouts de documents. La capitale de la France, elle est très grande, elle est romantique. Si on ne se pose pas de questions, on envoie ça au LLM, et à part nous dire qu'elle est grande et romantique, on ne va pas aller très très loin. Donc, de la même manière, encore une fois, on va essayer d'apporter de l'intelligence, d'aller un petit peu plus loin que simplement prendre les documents et pas se poser de questions, par la technique, ce qu'on appelle le re-ranking. L'idée, c'est de dire, OK, on va prendre ces documents, on va aller les chercher dans notre base de données vectorielle, donc on se retrouve avec nos N documents les plus pertinents, les mieux scorés, ceux qui sémantiquement sont les plus proches. Mais avant de les donner à notre LLM pour qu'il nous réponde, on va utiliser de l'intelligence, donc soit un autre LLM, soit on a maintenant des modèles qui sont spécialisés dans la chose, des re-rankers. Donc, je vous en ai mis quelques-uns, Colbert, Coher, de la société Coher, qu'on a plusieurs qui est spécialisée. Donc, c'est des modèles, donc, que ce soit le LLM ou les modèles de re-ranking, qui vont retravailler notre liste pour écarter ce qui n'est pas pertinent. Et potentiellement rescorer, refaire les comparaisons de similarité. Et au final, une fois qu'on aura notre re-ranking, on aura beaucoup moins de problèmes. Les informations qui sont sémantiquement proches mais peu pertinentes seront soit filtrées, soit reléguées tout au fond de la pile. Par contre, celles qui sont peut-être moins proches sémantiquement mais totalement pertinentes pour notre besoin, elles seront tout en haut. Donc voilà. Encore une fois, les embeddings, ça a l'air très, très beau, très, très magique, mais il y a des subtilités qui se cachent derrière, des problématiques si on ne creuse pas un peu plus. Et en vrai, on a vu beaucoup de choses. On a vu le chunking, on a parlé du chunking sémantique, du query rewrite, réécrire la question utilisateur. On a parlé donc re-ranking, mais c'est que les plus symboliques, les plus courants en quelque sorte. On aurait pu parler adaptative RAG, knowledge graph, explainable RAG, fusion retrieval. Je m'arrête là. On n'a pas les 4 heures. J'ai demandé, malheureusement, on ne les a pas. Du coup, en fait, on se rend compte que le RAG, justement, c'est extrêmement subtil. Il y a beaucoup de pièges. Chaque brique regorge de potentielles problématiques qui, en plus, sont ultra spécifiques à votre situation. C'est ça toute la difficulté et le challenge aussi de mettre en place de vrais systèmes RAG. Donc,
Si vous voulez creuser, je vous ai mis là, personnellement c'est ma Bible dès que j'ai besoin de parler de RAG justement, c'est un repo GitHub de Nir Diamond, les techniques RAG, où vous allez retrouver toutes celles dont on a parlé, évidemment, mais aussi toutes celles-ci et bien d'autres encore. Vous allez retrouver de la documentation qui réexplique ce qu'on s'est dit aujourd'hui, qui explique la même chose sur celle-ci, des exemples d'implémentation technique. Bref, si vous voulez creuser cet aspect-là, si vous avez des problématiques dans votre quotidien, si vous montez un RAG et que vous posez des questions, je vous encourage vivement à aller voir. C'est vraiment une source pleine. Et au final, donc on a vu, on l'a dit, on vient de le dire, beaucoup de problématiques, beaucoup de subtilités, beaucoup de secrets. Il faut aller creuser dans chaque brique. Chaque brique cache potentiellement une problématique. Donc on peut se poser la question, ou même se dire carrément, c'est compliqué au final. Si pour monter un système RAG, il faut avoir les yeux partout, comprendre tout, enfin voilà. Donc c'est là où on en vient à, dans un système, d'un point de vue général, c'est un sujet qu'on ne peut pas éviter, mais encore plus dans des systèmes basés sur l'IA. L'IA générative, c'est des systèmes qui ne sont pas déterministiques. Vous mettez deux fois le même input, vous avez des outputs différents. Donc comment on va pouvoir faire pour observer, évaluer, vraiment juger de la qualité de ce qu'on a mis en place et se rendre compte justement qu'on a un problème de chunking, se rendre compte, etc. Se rendre compte si ce qu'on a mis en place, le chunking sémantique, ça a un impact positif sur notre système. Et donc très rapidement, parce que sinon on va déborder, parce que comme d'habitude je fais des digressions, donc très rapidement quelques pistes côté observation. Tout d'abord, comme tout avec l'IA générative, on a tout un écosystème qui est apparu ces dernières années. J'en ai mis quelques-uns, les plus fréquents, en tout cas ceux que je préfère et que j'utilise au quotidien, en tout cas pour ce qui est de Langfuse, qui est en plus self-hostable, tout ce que vous voulez. Donc Langfuse, Langtrace et Langsmith. L'idée, c'est simplement l'observabilité, ça parle de lui-même. Avoir les yeux sur ce qui se passe dans votre pipeline, se rendre compte c'est quoi les inputs de chaque brique, les outputs de chaque brique. Au-delà des data en tant que telles, de ce qui se passe dans chaque brique, aussi avoir des traces et des informations sur la performance. Ok, super, on a fait de la réécriture de requêtes, mais si c'est pour que ça rajoute 3 secondes à la requête, la question utilisateur, est-ce que c'est un intérêt? Si ça rajoute 3 $ à chaque fois qu'on passe notre nouveau pipeline, est-ce que c'est un intérêt? Bref. Je ne peux que vous encourager, quel que soit votre objectif, que vous fassiez du RAG ou même un système agentique ou même un chatbot tout simple, tout ce qu'il y a de plus simple, de penser d'abord observabilité, parce que ça va vous tirer des épines du pied de façon incroyable. Et au-delà de l'observabilité, et donc là, c'est là où mon cœur de testeur bat le plus en quelque sorte, c'est sur le côté mesure. Parce que observer, c'est bien, mais mesurer, comprendre, pouvoir évaluer, c'est quand même beaucoup mieux. Donc historiquement, on avait des métriques dans tout ce qui est traitement du langage naturel, donc ce qu'on retrouve bleu, rouge, F1, des techniques qui permettaient d'avoir des métriques justement sur la qualité de ce qui est produit par le système de traitement du langage naturel. En vrai, ce n'est pas du tout adapté pour les LLM, comme on l'a dit, ce n'est pas déterministe. Ces techniques-là, ces métriques, elles ont pour faire simple, elles ont pour objectif de comparer la réponse du LLM vis-à-vis d'une réponse standard, sauf que, comme on l'a dit, la réponse elle peut dévier sémantiquement, il peut changer un mot, bref, c'est des métriques qui aujourd'hui ne sont pas vraiment utiles. Deuxième approche qui est possible, c'est tout simplement le feedback humain. Avoir un humain, des annotateurs, des experts qui vont noter les questions, noter les réponses et pouvoir juger comme ça de notre système. Donc c'est super, c'est extrêmement riche, c'est extrêmement pertinent, c'est extrêmement fiable, tout aussi fiable que puisse être l'être humain. Mais le problème, c'est que c'est justement un être humain, c'est coûteux. Désolé pour vous et pour moi. On est coûteux, on est lent, et du coup, on est difficilement scalable. Et donc la technique la plus adaptée
pour juger du travail d'un LLM, que ce soit encore une fois dans du RAG ou des systèmes agentiques, des chatbots, ce que vous voulez. C'est tout simplement de se dire qui de mieux qu'un LLM pour juger un autre LLM, tout simplement. Et donc, c'est la technique, c'est ce qu'on appelle LLM as a judge. Donc, avoir un LLM qui va juger le travail d'un autre. Donc, de la même manière, comme pour l'observabilité, on a tout un écosystème qui s'est mis en place, des métriques. J'en ai cité deux, les plus prégnants, DeepEval et Ragas. Ragas qui est vraiment spécifique sur le RAG, DeepEval qui est beaucoup plus large, il fait aussi bien RAG que système agentique, ce que vous voulez. Et donc c'est des systèmes, des frameworks, parce qu'au final ça va se présenter comme un peu des frameworks de tests unitaires, hein. On va se retrouver très proche d'un truc comme du PyTest ou des choses comme ça. Et donc, ils vont nous proposer tout un framework pour automatiser des tests sur la génération qu'a provoqué notre système. Je vous en ai mis deux, donc ça fait très formule mathématique, mais si ça vous intéresse, c'est super intéressant pour le coup. Allez sur le site de DeepEval, regardez, il y a toute une documentation pour chacune des métriques qu'ils proposent, et c'est intellectuellement parlant très intéressant de voir tout ça. Donc on voit l'évaluation de la recherche sémantique, donc pouvoir scorer la pertinence de ce qu'on a récupéré vis-à-vis de la question de l'utilisateur. L'évaluation du LLM, pouvoir scorer est-ce que le LLM nous dit la vérité, c'est-à-dire, OK, il nous a dit 4 choses, est-ce que sur ces 4 choses, combien sont vraies? Bref, tout un tas de métriques qu'on va pouvoir utiliser. Donc pour conclure, très rapidement, le RAG, on a vu, même le meilleur LLM du monde, il ne pourra rien s'il ne vous connaît pas, s'il ne connaît pas votre métier, votre contexte, etc. Et donc le RAG, c'est vraiment ça, c'est apporter cette connaissance, votre réalité, votre métier au sein du LLM. Mais le RAG, ce n'est pas simple. Sur le papier, oui, mais dans la réalité, dans les faits, en production, c'est beaucoup plus complexe. Chaque brique va cacher des subtilités, des secrets, des problématiques. Et au final, l'observabilité, l'observation, l'évaluation sont des points centraux pour pouvoir mettre en place ce genre de système. Et pour finir, que l'on parle RAG, dès qu'on parle d'IA générative, le maître mot pour moi, c'est vraiment expérimenter. C'est des systèmes, des technologies qui sont fascinantes, qui on peut faire beaucoup de choses. Expérimenter, tenter des choses et observer, évaluer et améliorer au quotidien. Je vous remercie énormément. C'était encore une fois un énorme plaisir. Et hop, ce sera beaucoup mieux. C'était encore une fois un énorme plaisir d'être avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas, parce que l'amélioration, il n'y a pas que le RAG, il y a aussi nous. Donc n'hésitez pas à laisser du feedback, comme pour les collègues, avec le QR code. Et je vous remercie encore une fois énormément de votre attention.